Au premier regard, on croirait les splendeurs d'une civilisation ancienne ou le spectacle de la nature. Des collines tout autour de Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud. Mais c'est une beauté trompeuse, une beauté toxique. Ces dunes sont des montagnes de déchets, des résidus miniers de l'industrie la plus puissante d'Afrique du Sud. L'or. Le vrai prix de nos bijoux, pour 5 grammes d'or, 1 tonne de déchets qui s'entassent à l'air libre et contaminent les populations locales. Les poussières des déchets se sont infiltrées et on a dû l'emmener à l'hôpital. Une poignée de militants est mobilisée, mais manque cruellement de preuves. Quelque chose ne va pas ici. La poussière de ces terrils contient des produits chimiques. C'est un tueur silencieux. Il y a 22 feux au-dessus, là. Je suis journaliste. Avec mon équipe, aux côtés des habitants, nous allons mettre nos moyens d'enquête à la recherche des preuves de la contamination. Ne vous fiez pas qu'au pH, testez aussi l'arsenic. Tout au long de notre investigation, nous collaborerons avec des scientifiques. La première chose qu'on fait quand on va sur un site qu'on ne connaît pas, c'est de faire des repérages avec le compteur. On a 0,5. Dans les échantillons de cheveux, le cadmium, l'arsenic, le plomb, le chrome et l'uranium sont significativement plus élevés. Nos résultats pourraient aider les militants qui se battent pour leur environnement et leur santé. Nous remonterons jusqu'à la source de la pollution, jusqu'au lobby de l'or sud-africain. Vous habitez près des déchets miniers? Non. Pourquoi? Notre voyage débute sous les lueurs de l'aube, dans la vallée. En plein cœur du bassin de la rivière Marico, l'une des plus grandes réserves d'eau douce d'Afrique du Sud. Bridget Corrigan est botaniste, spécialiste de la biodiversité dans la région. C'est un endroit vraiment unique, ne serait-ce que pour la biodiversité, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Il y a 14 espèces de poissons, beaucoup d'espèces d'invertébrés et d'insectes en voie de disparition, qui contribuent pourtant au bon fonctionnement de l'écosystème. Il y a 200 espèces d'arbres, dont 17 sont en voie d'extinction. Et on a recensé 430 espèces d'oiseaux. C'est un trésor national. Nous n'avons plus beaucoup d'endroits comme ça ici. La plupart de nos rivières sont polluées. Un trésor national dont le joyau est à quelques coups de rame, en amont. Un sanctuaire, caché au cœur de la réserve. Voici l'œil de Marico. C'est la source de la rivière. L'eau remonte à la surface depuis de grandes cavités souterraines. L'eau est transparente. Il y a une très faible conductivité, ce qui veut dire qu'elle n'est pas salée, elle n'est pas polluée. C'est de l'eau millénaire vraiment très très pure. Millénaire, mais peut-être pas éternelle.
Depuis peu, l'industrie minière s'intéresse au sous-sol qui regorge de précieux minerais. Il y a en ce moment 10 permis d'exploration minière dans la région. Ils recherchent du cuivre, de l'argent, de l'or. Donc cet endroit est en danger. Oui, absolument. Nous, on voudrait que cette zone soit interdite d'exploitation minière. Si on pollue ce site, cette source, c'est terminé. On ne pourra plus faire machine arrière. L'œil de Mariko ressemblera-t-il bientôt au paysage de désolation que laisse derrière elle l'industrie de l'or en Afrique du Sud? Comme ces plaines rougies par les produits chimiques. Ou ces gigantesques amas de déchets miniers, entreposés à ciel ouvert, en plein milieu des townships, les quartiers pauvres d'Afrique du Sud. En 1886, une petite bourgade nommée Johannesburg découvre qu'elle est installée sur une mine d'or. Depuis, l'industrie minière déverse ses poubelles tout autour de la ville. Ainsi jaillissent les terrils, souvent à quelques dizaines de mètres des habitations. Certains ressemblent aujourd'hui à des dunes de sable, mais ce sont bien des résidus miniers. Ah, et encore un petit presque. C'est incroyable. Des terrils comme celui-ci, il y en a 278 à Johannesburg. Des terrils abandonnés, qui sont comme ça ouverts à tous et dont la poussière surtout, des poussières qui sont en fait plus fines que du sable. À l'air libre, voilà ce qui se passe quand tu le laisses. Tu vois, il s'envole. Il va tapisser les quartiers entiers de Johannesburg qui sont coincés entre ces 278 terrils de déchets miniers. Autant en emporte le vent toxique. Quel impact pour les populations qui vivent autour de ces dunes vénéneuses? Comme ici, à Snake Park. Est-ce que le vent vient des terrils miniers? Oui. Le vent vient tout le temps de cette direction ou de celle-ci, mais jamais de l'autre. Tiny Dlamini est mère de 5 enfants. Elle a toujours vécu ici, au pied de l'un des plus gros terrils de déchets miniers du pays. Les résidus de la montagne maudite, comme l'appellent les riverains, s'infiltrent partout. Martin. Le quartier est devenu un immense bac à sable. Quand il y a du vent, est-ce que vous toussez? Oui, parfois. Et vos yeux vous font mal? Oui. Ce n'est pas normal. Dans ce sol, il y a des produits chimiques. Donc les enfants, je vous le dis, ne vous approchez plus de ce terril, parce que c'est dangereux. Ce n'est pas bon pour votre santé. N'y allez plus. Allez, à plus tard. Il y a quelques mois, Tiny Dlamini a voulu en avoir le cœur net. Combien de malades dans son quartier de 1000 habitants? Alors, elle a toqué à presque toutes les portes. Dans cette maison, les enfants toussent. Dans celle-ci, la mère a des problèmes respiratoires. À côté, les enfants toussent. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant ici a soit un problème de toux chronique, soit un problème d'irritation de la peau. Certains vomissent. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Levez la main ceux qui toussent quand le sable jaune s'envole. Toi aussi? En Afrique du Sud, 1 600 000 personnes vivent dans des townships comme celui-ci, au pied des montagnes de déchets miniers. La poussière de ces montagnes, on la retrouve dans notre nourriture. On mange cette poussière, on boit cette poussière. C'est pour ça qu'autant de gens sont malades ici. C'est un tueur silencieux. Ce tueur silencieux ne fait pas seulement vomir ou tousser. Un grand nombre d'enfants du quartier souffrent de graves problèmes neurologiques. C'est votre fille? Oui. Hi, Dendo. Nice to meet you.
Ntando a 6 ans. Elle est atteinte d'une maladie cérébrale paralysante. La petite fille est pourtant née en parfaite santé à la maternité, mais lorsqu'elle arrive à la maison, le toit est alors en réparation et la poussière des terrils s'infiltre. Quand on passait le doigt comme ça, il y avait de la poussière. On mettait notre tête sur l'oreiller, de la poussière. Avant de dormir, on devait secouer nos draps pour enlever la poussière. La poussière des terrils miniers. Oui. C'était blanc et cristallin. Quelques semaines plus tard, les premiers signes de la maladie apparaissent. Depuis, Ntando ne peut plus marcher ni parler. Comment vous communiquez avec elle? Quand elle veut être changée, elle secoue ses jambes. Comme ça. Et quand elle veut sortir, c'est la même chose. Et elle crie. Dans ces cas-là, je sais qu'elle veut aller dehors. Faute de moyens, la famille n'a jamais pu prouver les liens entre la maladie d'Ntando et les déchets miniers. Est-ce qu'il y a d'autres enfants comme Ntando ici, avec les mêmes symptômes, les mêmes problèmes de santé? Oui, il y en a plein. Le problème, c'est que leurs parents ont honte d'eux. Ils ne veulent pas que les autres sachent. Il y en a 2 juste en face, dans la rue. Dans la même rue? Oui. Tiny, vous en avez déjà recensé combien, vous? Plus d'une vingtaine déjà. Ce genre d'enfants handicapés, vous ne les trouvez qu'ici, près des terrils miniers. Si vous vous éloignez, vous n'en trouverez pas. La poussière des déchets miniers est-elle vraiment la cause de ces maladies? Pour le savoir, il faut grimper sur la colline de Snake Park, laissée à l'abandon depuis la fermeture de la mine. L'accès est interdit, mais il n'y a aucun contrôle. Le site s'étend sur 4 km². Vraiment un désert. Tu pourrais penser que c'est une formation géologique tout à fait naturelle. Et en fait, c'est des centaines de milliers de tonnes de déchets. C'est incroyable. On est au sommet des déchets. Je pense que si on doit faire des prélèvements, ce sera ici. Nous prélevons 500 grammes de ce sable qui étouffe le village. En redescendant, nous découvrons ce lac vert, au pied du terril. Il sert d'eau d'irrigation, permet d'abreuver le bétail, et les enfants s'y baignent très souvent. Attention à toi. Ok. On va faire quelques prélèvements d'eau. Mais je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide parce que je ne sais pas exactement quel polluant rechercher par rapport à cette industrie minière. Je vais appeler Professeur Wind. Frank Wind, professeur d'études environnementales à l'Université Northwest d'Afrique du Sud. Vous me voyez? Oui, oui. C'est l'un des experts de l'Organisation mondiale de la santé sur les pollutions minières. Avec lui, nous avons mis au point un protocole scientifique, un kit d'analyse de différents polluants dans l'eau. Je suis à côté d'un terril minier avec de l'eau qui semble contaminée. Quels paramètres pensez-vous que je doive rechercher dans l'eau? Écoutez, l'extraction minière a sa propre empreinte. Si vous trouvez des hauts niveaux de sulfate, des hauts niveaux d'électroconductivité, associés à un pH acide, alors vous savez que la mine est probablement la cause. En sulfate, on est au-dessus de 800 mg par litre, sachant que la réglementation, c'est maximum 500 mg par litre pour les eaux usées industrielles. Ouais, on est à un pH à 3. Ça veut dire que cette eau est très acide. Ne vous fiez pas qu'à l'acidité du pH. Regardez aussi l'arsenic, qui est souvent élevé dans les déchets miniers. Le chrome, le cadmium, ainsi que le nickel et le zinc. Le plomb aussi. Sur la liste, ce sont les premiers suspects, si je peux dire. 6, 7, 8... On va tester l'arsenic.
Ouais, 0,5. On est au-delà de 0,5 mg par litre d'arsenic. C'est énorme. Il faut savoir que, par exemple, pour l'eau potable, c'est 0,01 le maximum. On est au-delà de toutes les limites internationales. Nous ne pouvons pas tout analyser sur place. Nous prélevons 500 ml supplémentaires pour tester un plus grand nombre de polluants. Comment expliquer cette situation? Il a fallu un peu de temps pour le convaincre, mais l'un des 3 plus gros producteurs d'or du pays accepte de nous recevoir. La mine est juste là. Gold Fields. 8750 kg d'or extraits de ce site l'an dernier. L'accès est rare et limité. L'entreprise refuse que nous filmions sous terre, dans la mine. Nous ne pouvons tourner que les opérations de surface. C'est là que nous recevons le minerai de la mine. Regardez là, sur le tapis, nous sommes en train d'en remonter. Combien de tonnes extrayez-vous par jour? En ce moment, on extrait 5500 tonnes de minerai par jour. Ça fait 300 tonnes par heure en fonction de nos performances. Et combien de grammes d'or vous récupérez dans chaque tonne? Dans le minerai que vous voyez défiler, il y a plus ou moins 5 grammes d'or par tonne. C'est notre moyenne. Seulement 5 grammes d'or pour 1 tonne de minerai extrait. Un ratio qui dépasse l'entendement. Le marché de l'or a ses raisons que la raison ignore. Le métal précieux est séparé des autres minerais, puis chauffé dans des fours. En tout, vous utilisez combien de produits chimiques? On utilise principalement du calcaire, de l'acide et du cyanure. Ce sont nos 3 principales molécules. Et aussi du bore, du manganèse et de la silice. C'est votre cuisine interne? Oui, c'est ça. Ensuite, il ajoute cette mixture dans le fourneau avec l'or. Dernière étape, la fonte. 800 degrés pendant 40 minutes. Puis, de l'or en barre. « 84% de pureté, un peu plus de 16 kilos. Soit 457 000 €. Des lingots comme celui-ci, Gold Fields en produit 5 par semaine. Ce qui engendre 16 200 tonnes de résidus, le poids de 2 tours Eiffel. Les poubelles de l'entreprise s'accumulent ici, dans ce terril, alimentées 24 heures sur 24 par des pipelines reliés à l'usine. Dans quelques années, la colline deviendra une montagne de déchets, jusqu'à atteindre 70 mètres de haut. Andrew Parsons et Steven Joseph en sont les grands architectes. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce terril? C'est les restes de l'extraction. C'est la roche qui était en contact avec l'or. Donc ce sont les rebuts. Il reste de la silice et d'autres matériaux. Ce n'est que du sable en fait. Quel autre genre de matériaux? Du fer et d'autres métaux, mais surtout de la silice. Est-ce qu'il y a des métaux lourds? Oui, mais des traces en très faible quantité. Dans les minerais, il y a aussi de l'uranium, mais dans notre mine, nous en avons très peu. Alors dans ce terril, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez combien exactement? Non, pas vraiment. Je crois qu'il y a 40 à 50 grammes d'uranium par tonne. Les compagnies minières d'Afrique du Sud extraient 10 fois plus d'uranium que d'or et le laissent à l'abandon. Des déchets miniers radioactifs. Et vous faites des contrôles sur ces terrils tous les jours? Oui, on vérifie la présence d'or tous les jours, mais pour ce qui est des contrôles de radioactivité, on ne le fait qu'une fois par an.
Les rejets de l'industrie de l'or se transforment chaque jour un peu plus en d'immenses poubelles radioactives à ciel ouvert. D'après les estimations officielles, les terrils miniers autour de Johannesburg contiennent 600 000 tonnes d'uranium. Si bien que ces montagnes de déchets sont classées par l'État comme installations nucléaires. Elles devraient être confinées et distantes d'au moins 500 mètres des habitations. Voilà pour la règle, très peu respectée dans la pratique. Comme ici, à Tudorshaft, un quartier de 20 000 habitants. C'est incroyable la proximité. On va mesurer la radioactivité, ici. Et pour ça, on va appeler le professeur Charéron. Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, un expert de la CRIRAD, une association de recherche sur la radioactivité. Bruno Charéron, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, la connexion n'est pas terrible. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire en tout premier, là, maintenant? Je viens d'arriver sur place. La première chose qu'on fait quand on va sur un site qu'on ne connaît pas, c'est de faire des repérages avec le compteur, en se promenant à divers endroits et en faisant des mesures à la fois au contact du sol et à 1 mètre au-dessus du sol. Donc le compteur Geiger permet de détecter une présence anormalement élevée de ces radiations, les rayonnements gamma, et d'évaluer ce qu'on appelle le débit de dose, c'est-à-dire le niveau de risque lié au dépôt d'énergie dans le corps humain par ces rayonnements invisibles mais très puissants. Et la radioactivité naturelle, elle est à combien à Johannesburg? Disons, dans l'environnement naturel autour de Johannesburg, on va être plutôt dans des niveaux de 0,1 microsievert par heure. Ça indique combien là? 0,42, c'est 4 fois au-dessus ici. On a 0,58 à 1 mètre, ça veut dire qu'on est à quasiment 6 fois au-dessus de la radioactivité naturelle, à 1 mètre du sol. Là, on est quasiment 10 fois au-dessus de la radioactivité naturelle à 1 mètre. On va essayer de voir ce que ça donne au sol. Là, il s'énerve. Ouf. 2,89. 2,89, on est 28 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Ça veut dire que les chèvres qui sont là sont en train de brouter toute la journée la tête dans des déchets miniers radioactifs. Nous suivons le bétail dans ce secteur où les niveaux de radioactivité sont proches de la zone interdite de Tchernobyl. Au pied du terril minier, jusqu'à la ferme d'Eric Fangoma. Une quarantaine de chèvres et quelques moutons qui ne vivent jamais très longtemps. Le petit est mort il y a 1 semaine. Et l'autre il y a 1 mois. Wow. Vous avez beaucoup d'animaux qui meurent très jeunes comme ça? Ouais, j'en ai eu 4, même 6 récemment. Eric Fangoma veut nous montrer le symptôme le plus répandu au sein de son troupeau. Regardez ses yeux. Elle est aveugle? Oui, c'est toujours la même chose. Ça commence avec les yeux, puis elles ont la diarrhée, puis elles meurent. C'est à cause de ces montagnes de déchets miniers. Leur poussière attaque les yeux de mes chèvres. Et les miens aussi d'ailleurs. Ça vous fait quoi de vivre à côté de ces terrils? Ça me fait mal parce que cela détruit nos vies. Mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je nourrisse mes enfants. Vous en mangez, vous, des chèvres? Pardon? Vous mangez des chèvres? Avant, oui. Et vous, vous aimez ça? Non, je n'aime pas ça. Mais les gens ici, ils en consomment. Ah oui, beaucoup. Chaque semaine, Eric doit racheter des médicaments. Ça, c'est un spray pour l'infection des yeux. Pour les chèvres aveugles? Oui. J'ai dû vendre une chèvre pour acheter ces médicaments. Ces chèvres sont probablement contaminées. Mais il nous faut des preuves scientifiques. Professeur Wind, nous sommes à côté des terrils miniers, dans une ferme où les animaux ont l'air vraiment malades, d'après leurs propriétaires.
Vous pensez que nous devrions prélever le pelage de ces animaux? Oui, vous pouvez utiliser le pelage en tant que référence, pour notamment rechercher les niveaux d'uranium. Ça peut être un très bon moyen de mesurer leur exposition environnementale. C'est comme un historique de la pollution. Alors allez-y, faites-le. Notez vos coordonnées GPS, ça nous aidera. Nous nous servirons de vos résultats. Nous prélevons un échantillon du pelage de 2 chèvres destinées à la consommation, dont celle qui est aveugle. Je reviens bientôt avec les résultats. D'accord. Merci beaucoup. Les échantillons en boîte, nous filons au laboratoire. Au CSIR, l'Institut de référence des analyses scientifiques en Afrique du Sud. Jerry Dicob est en charge de la section environnementale. Bonjour. Voici Angela et Sveri. Ce sont nos spécialistes des analyses de métaux. La machine est en train d'être calibrée pour nos prélèvements. Voici l'eau que j'ai prélevée au pied des terrils. C'est une eau d'irrigation, le bétail la consomme et les gens s'y baignent. On a aussi fait des prélèvements de sol pour savoir si c'est bien le sol qui contamine l'eau. Oui, ça a du sens. Alors qu'est-ce que vous allez analyser? Presque tous les métaux, mais surtout les plus importants, comme l'uranium, le plomb, l'arsenic, les plus toxiques. On ne s'attend pas à les trouver. Si on en trouve, c'est qu'il y a un problème. Nous recevrons les résultats dans quelques jours. À la sortie du laboratoire, sur notre répondeur, une voix dans la nuit. Bonjour Martin. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à l'impact des mines dans la région de Johannesburg. J'ai longtemps travaillé en tant que géologue environnemental dans cette zone et j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour vous en parler. Merci beaucoup. Quelques heures plus tard, nous voici chez Igor Klopchich. 20 ans de carrière dans l'industrie minière, notamment à la gestion des déchets. Il y a 2 ans, le géologue démissionne, écœuré par un secteur où le silence est d'or. Je vais vous dire ce qu'il y a de scandaleux. Nous prenons l'un des pires matériaux au monde, l'uranium, pour le réduire en une poudre aussi fine que de la farine, avant d'en faire des immenses collines en plein milieu des populations. C'est l'une des plus mauvaises idées au monde. Et quand vous disiez ça à vos supérieurs dans vos rapports, vous étiez écoutés? J'ai écrit de nombreux rapports. Je dois certainement avoir le record du nombre de mails restés sans réponse, 100 en tout probablement. Et puis on a fini par me dire, ce que tu proposes coûte cher. D'abord, il faut décontaminer la terre. Puis il faut remettre tous ces déchets dans leur trou d'origine en rajoutant un peu de ciment. C'est comme ça qu'on pourrait se débarrasser de ces terrils. En revenant à la situation initiale. Oui, vous remettez les déchets là où ils étaient. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces populations qui aujourd'hui se plaignent des effets des déchets miniers sur leur santé? J'ai l'impression d'être un meurtrier. Ce que nous avons fait, c'est créer un immense désastre environnemental. Si nous cultivions des pommes de terre et que nous étions responsables d'un désastre écologique, on pourrait au moins se dire qu'on nourrit la planète. Mais dans le cas de l'industrie de l'or, nous n'enrichissons qu'une toute petite partie de la population. Nous produisons de l'or, certainement l'une des choses les plus inutiles au monde, qui ne fait qu'alimenter l'avidité. Ça n'a aucune utilité. Et pourtant, nous avons créé l'un des plus importants scandales environnementaux au monde. Donc oui, je me sens comme un meurtrier. Merci beaucoup pour votre temps et votre témoignage. L'un des plus importants scandales environnementaux au monde.
Les mots d'Igor Klopchich prennent tout leur sens avec les résultats d'analyse du laboratoire. C'est Frank Wind, le professeur d'études environnementales de Johannesburg, qui nous les apporte. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Frank. Il est venu jusqu'à la ferme d'Eric Fangoma pour constater de ses yeux la mauvaise santé du bétail. Vous voyez là? Oui. Le scientifique est formel. Nos tests en laboratoire montrent que les métaux lourds des terrils miniers se propagent dans l'environnement. Par exemple, le manganèse est très élevé dans l'eau, plus de 2000 fois au-dessus du niveau naturel. Le nickel, c'est 1000 fois plus. L'arsenic, c'est 50 fois plus, et le zinc, 1500 fois plus. Mais le polluant le plus emblématique de la pollution minière, c'est l'uranium. Sur les terrils, dans vos analyses de sol, on est 10 fois au-dessus du niveau naturel. Et dans l'eau que vous avez prélevée, c'est 100 fois plus que dans une eau non polluée. Une ferme cernée par la pollution et un bétail contaminé. Frank Wind a comparé nos analyses de pelage de chèvres avec d'autres chèvres qui vivent à l'est de Johannesburg, là où il n'y a pas de terril. Le pelage de vos chèvres montre des niveaux en métaux lourds bien plus élevés que toutes les autres analyses réalisées ailleurs. Vous voyez par exemple l'uranium est 60 fois plus élevé dans votre bétail. Le plomb, c'est 83 fois. C'est la même chose pour le cobalt, pour l'arsenic et 600 fois pour le nickel. Eric, vous n'étiez pas au courant de cela? Non, je ne savais pas. Je peux garder tous ces résultats? Oui, bien sûr, c'est pour vous. Il faut que je trouve un meilleur endroit pour élever mes animaux. Des animaux qui meurent prématurément, des enfants qui toussent ou qui ont des problèmes neurologiques. Les médecins de la région font-ils clairement le lien avec la pollution minière? Nous trouverons à coup sûr plus d'informations au dispensaire du quartier. Une centaine de personnes par jour viennent consulter un docteur gratuitement. Parmi elles, Tuli Zulu. C'est la 3e fois ce mois-ci que son plus jeune fils est malade. C'est bon, c'est fini. Et vous habitez où, Tuli? À Tudorshaft. Tudorshaft? C'est près des déchets miniers, ça, non? Oui. C'est comme si on vivait dessus. Votre bébé a perdu du poids. Alors, comment va-t-il, docteur? Il a une bronchite, mais la poitrine, ça va plutôt bien des deux côtés. Parfois, on voit des enfants avec des symptômes beaucoup plus graves. La petite que je viens d'ausculter, par exemple, elle était en détresse respiratoire. Vous recevez beaucoup de patients malades à cause des poussières des mines? Oui. Et vous avez des chiffres sur ce phénomène? Non, pas vraiment. Je pense qu'on devrait se pencher sur l'état de santé des gens qui vivent à côté des mines. Nous avons beaucoup de patients dans cette situation. Nous devrions faire des recherches. L'État sud-africain n'a jamais réalisé d'études pour connaître l'impact des déchets miniers sur les populations. Et si nous commencions ce travail? Pour cela, nous retrouvons Tuli Zulu, de retour du dispensaire, au pied des terrils miniers, dans son township. Ok, let's go. Allons-y. All right. C'est très lourd. Vous devez faire ça tous les jours? Oui. Combien de fois par jour? 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois? Wow. C'est votre maison? Oui. Ok. La numéro 117.
Touli vit ici avec ses 4 enfants. C'est là où nous dormons. Les vêtements sont en train de sécher. Il y en a un peu partout, ce n'est pas rangé. La bassine ne devrait pas être là. Juste ici, c'est la cuisine, où je range les plats et où je fais la vaisselle. Un cabanon pour toute maison. Il protège plus ou moins de la pluie, mais pas de la pollution. Touli Zulu et ses enfants vivent à quelques mètres des résidus miniers, là où nous avons mesuré des niveaux de radioactivité 28 fois supérieurs à la normale. Vous achetez vos légumes ici ou ailleurs? Ailleurs. Pourquoi ça ne pousse pas ici? Non. La terre est polluée. Quand il fait chaud, ça sent mauvais. Nous proposons à Touli d'analyser ses cheveux et ceux de ses enfants pour mieux comprendre à quel niveau de polluants ils sont exposés. Ok, merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous. Pour nous conseiller, Vincent Péné, directeur de l'Institut de recherche et d'expertise scientifique à Strasbourg. C'est le spécialiste français des analyses de cheveux. Les cheveux, le marqueur le plus efficace de la pollution chronique. Ici, on est entouré d'industries minières. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme analyse, comme recherche de polluants? C'est une industrie minière qui est liée plutôt au cycle du nucléaire. Non, c'est l'industrie de l'or, mais il y a de l'uranium dans le sol. Alors, les polluants chimiques qui vont être intéressants parce qu'ils ont un impact sur la santé vont être les métaux lourds. Et c'est quoi la méthodologie à suivre du coup pour l'analyse de cheveux, les prélèvements? Il nous faut une quantité de cheveux qui va être suffisante. C'est-à-dire, on va utiliser une mèche de cheveux dont le diamètre va être au maximum de la taille d'un crayon à papier. All right. Ok, à votre tour. All right. Ça devrait être largement suffisant. More than enough. Est-ce que vous pensez que ça a du sens que moi aussi je fasse analyser mes cheveux pour comparer justement les niveaux de pollution? Oui, absolument, ça a beaucoup de sens pour comparer les résultats. Like this. En sachant qu'on a déjà des données concernant l'exposition de la population française. All right, perfect. Nous prélevons également les cheveux de Ntando, la petite fille atteinte d'une grave maladie cérébrale. Look, tu vois? Je n'ai pris que ça, c'est pas beaucoup. Tu es toujours aussi belle. Nous réalisons 10 prélèvements de cheveux d'habitants qui vivent à proximité des déchets miniers. Nous les envoyons en express en France au professeur Péné. Résultat dans quelques jours. Dans la brume de Johannesburg, une dernière question nous taraude. Quelle multinationale utilise l'or d'Afrique du Sud? Il suffit de suivre les lingots qui se fondent dans le marché mondial. Une partie est utilisée dans l'électronique ou l'industrie, une autre comme investissement, mais la majorité de l'or alimente surtout le secteur de la bijouterie et de la joaillerie. 2 000 €, 7 000 €, 4 000 €, 10 000 €. Sur leur site, les grandes marques de luxe n'indiquent pas l'origine de l'or. 18 carats, hein. Il n'y a aucune information sur la provenance de l'or. C'est quoi là? En fait, on a demandé aux grandes marques de joaillerie européennes, Chanel, pour des raisons de contraintes de stratégie en matière de communication, nous avons le regret de ne pouvoir vous donner une suite favorable. Dior, les informations demandées sont des informations confidentielles sur lesquelles nous ne communiquons pas. Louis Vuitton, nous ne pouvons malheureusement pas répondre positivement à votre demande du fait de notre politique interne de confidentialité. Aucune marque de joaillerie n'a accepté de nous transmettre sa liste de fournisseurs d'or. Bulgarie, nous ne communiquons pas sur notre chaîne d'approvisionnement. Bulgarie, le géant italien, 3e joaillier au monde. La marque est parmi celles qui utilisent le plus d'or dans ses bijoux. À Johannesburg, le siège de Bulgarie est installé à Sandton City, le quartier le plus cher au mètre carré du continent africain. Dans le luxueux mall,
Bulgarie arbore fièrement l'une de ses plus belles parures. Un collier en or et en diamant à 67 000 €. Nous tournons discrètement car nous n'avons pas l'autorisation de filmer. Bonjour, vous êtes la manager de Bulgarie? Oui. Enchanté, je suis journaliste, je travaille pour la télévision française. Nous aimerions savoir d'où vient l'or de Bulgarie. L'or? Oui, l'or que vous utilisez dans vos bijoux. Je n'en ai aucune idée. Et vous ne pensez pas que c'est surprenant que vous ne sachiez pas d'où provient l'or? Je ne pense pas qu'une seule marque de joaillerie de luxe vous répondrait. Mais les clients ne vous demandent jamais d'où vient l'or? Non, jamais. Il n'y a pas besoin de connaître l'origine, personne ne demande. C'est un secteur opaque, non? Oui, très opaque. Vous avez déjà entendu parler des conséquences environnementales de l'extraction d'or en Afrique du Sud, comme les montagnes de déchets miniers? Oui, oui, quand on arrive en ville, elles sont sur la droite. Oui, je vois. Mais est-ce que ce n'est pas un simple dommage collatéral de notre société? Un dommage collatéral. Une expression militaire pour minimiser l'impact de la pollution. Les victimes sont pourtant bien réelles. Près des terrils de déchets, dans la petite salle adjacente à l'église, nous retrouvons Tiny, la militante. Comment allez-vous? Content de vous voir. Vous êtes venu avec plein de gens? Et tous les enfants sur lesquels nous avons prélevé des cheveux, comme le garçon de Touli ou la petite Ntando. Le local est presque trop petit. La communauté s'est passé le mot. Beaucoup de parents et de voisins sont curieux de connaître nos résultats d'analyse. Des journalistes de la télévision nationale couvrent même la réunion. Merci à tous d'être venus. Certains ont dû faire un peu de chemin pour être là, donc vraiment, merci. Nous leur présentons nos analyses de sol, d'eau et de pelage de chèvre. Puis nous contactons Vincent Péné à Strasbourg, en charge des analyses de métaux lourds dans les cheveux. Bonjour professeur, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors juste pour que vous sachiez, je suis avec toutes les personnes dont j'ai échantillonné les cheveux. Vous avez eu les résultats alors? Oui, nous avons reçu les résultats qui sont significativement plus élevés. Alors sur les échantillons de plomb, ils sont tous supérieurs aux vôtres, avec en particulier 3 échantillons qui sont ceux de Ntando, Touli et Ntando Zulu, qui montrent une exposition quand même très très importante au plomb. Ça veut dire... C'est de l'ordre de 60 fois votre niveau d'exposition, entre 50 et 60 fois le niveau d'exposition que vous avez pour vos cheveux à vous. D'accord. La petite Ntando, elle est atteinte de troubles neurologiques sévères. Est-ce que ça pourrait avoir un lien, d'après vous? Alors, parmi les spectres des symptômes de l'exposition au plomb, il y a des troubles neurologiques et on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien. Ces résultats pourraient aider les médecins sud-africains à mieux diagnostiquer la maladie d'Ntando. Ça, c'est pour le plomb. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux de métaux lourds qui vous ont surpris ou pas? En termes d'uranium, c'est environ 4 à 5 fois supérieur au niveau que vous avez pour vos cheveux à vous. Alors, concernant l'arsenic, Ntando Zulu a une concentration qui est 4 fois supérieure à cette limite de quantification, montrant qu'il y a une exposition quand même significative donc à l'arsenic. Ok. Résumons. Le sol des terrils miniers que nous avons analysés regorge de métaux lourds. Pour l'arsenic, par exemple, c'est 330 fois au-dessus du niveau naturel. L'eau est pleine d'uranium, 100 fois les limites internationales. Les chèvres sont littéralement plombées, 83 fois plus de plomb que celles qui vivent loin des terrils. Quant aux riverains, certains enfants ont 64 fois plus de plomb que la moyenne française, 5 fois plus d'uranium, 4 fois plus d'arsenic.
Nous vivons à côté de ces terrils. Nous respirons les particules des déchets miniers. Que pouvons-nous faire? Alors, le premier, oui, c'est-à-dire si on souhaite éviter d'être intoxiqué par ces métaux lourds, alors c'est pas toujours évident de déménager, mais ça peut être une solution. Comment je vais faire si mes enfants sont malades à cause de la pollution et que les choses ne changent pas? J'ai nulle part où aller. Déménager ou être contaminé. Le dilemme des damnés des déchets miniers. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ces entreprises qui nous ont laissé cette pollution, il faut que nous fassions quelque chose. Ce n'est pas possible. Pour la première fois, nous avons des échantillons de sol, d'eau et d'humains qui sont corrélés. On peut enfin commencer à changer les choses dans cette communauté. On en a marre de cette pollution minière. Alors, je vous en conjure, signez la pétition. Nous avons déjà poursuivi en justice les compagnies minières, mais nous avons perdu, car nous n'avions pas assez de preuves. Mais avec vos résultats, ce que vous faites, le monde va enfin savoir ce qui se passe en Afrique du Sud. Merci encore. 300 habitants ont déjà signé cette nouvelle pétition. L'association des riverains s'apprête également à porter plainte contre les compagnies minières. Après des semaines de discussions, le syndicat des multinationales de l'or accepte finalement de nous rencontrer. Au cœur du quartier d'affaires, la Chambre des mines. Un immeuble entier pour un secteur qui représente 16% des exportations d'Afrique du Sud. Nous sommes dans l'antichambre du pouvoir, au cœur du lobby le plus puissant du pays. Au mur, ce sont tous les présidents successifs de la Chambre des mines, le lobby des mines en Afrique du Sud. Et ça remonte jusqu'à ce monsieur-là, Herman Eckstein, qui était président en 1899. Presque 120 ans après, c'est Stefina Mudo qui nous accueille. Elle dirige la section anti-pollution, censée veiller à ce que les multinationales de l'or ne s'assoient pas sur leurs responsabilités. Sur la question de l'impact environnemental, vous pensez que votre industrie va dans la bonne direction? Oui, nous avons fait beaucoup de progrès récemment sur notre capacité à respecter l'environnement. Est-ce que la Chambre des mines a déjà réalisé une étude d'impact des terrils miniers sur la santé des riverains? Pas que je sache. Nous lui présentons l'ensemble de nos analyses sur l'environnement, sur les animaux et sur les habitants. Vous étiez au courant? Non. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez inquiétant. Nous devrions faire quelque chose. Pensez-vous que l'industrie minière que vous représentez est responsable de cette pollution? Dans les zones où nos entreprises travaillent encore, oui, nous avons une responsabilité. Est-ce que vous vivez à côté des déchets miniers? Non. Pourquoi? Les gens ont décidé de vivre près des terrils. Ce n'est pas l'inverse. Ces personnes ont décidé de rester là-bas. Vous pensez que ces personnes qui vivent autour de ces déchets miniers sont en sécurité? Non. Elles ne sont pas en sécurité, pas du tout. Il y a beaucoup de risques environnementaux, beaucoup de risques en termes de sécurité. Mais pourquoi ces sites n'ont pas été nettoyés? Nous devons faire quelque chose en ce qui concerne les terrils détenus par les entreprises membres de notre organisation. Quelque chose concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut traiter puis réhabiliter les terrils. S'en débarrasser? Oui. Je crois qu'il faut repenser complètement nos pratiques et il faut que le gouvernement participe activement. Le lobby des mines, responsable mais pas coupable.
Nous sollicitons aussi le ministère de l'Environnement. Non seulement la ministre refuse de nous recevoir, mais en plus son cabinet nous affirme que le sujet ne fait pas partie de son domaine d'expertise. On n'est pas loin de la pire excuse de l'année. Le ministère de la Santé, en revanche, est très intéressé par notre enquête. Incroyable. Sophia Kisting, la directrice de l'Institut de santé, est très émue par nos découvertes. Votre travail est très important, car cela montre que les niveaux sont très élevés et que nous savons que cela aura des impacts négatifs sur les enfants. Ce qui est tragique, c'est que nous n'avons pas encore mené les études appropriées. Mais pourquoi? Parce que ce n'était pas la priorité dans notre budget. Mais nous devons nous assurer que les entreprises minières ne continuent pas à contaminer l'environnement de nos concitoyens. Est-ce que vous voulez une copie? Oui, absolument. Parce que nous n'avons pas ce genre de résultats. Et là, on va pouvoir aller sur place avec notre équipe médicale et faire de plus amples prélèvements sur les personnes dont les niveaux de métaux lourds et d'uranium sont les plus importants. Et nous allons réaliser des examens physiques, des analyses de sang, d'urine. Nous allons pouvoir suivre ces patients. C'est une première étape pour vous. Oui, absolument. Avec ces premiers résultats, je pense qu'on peut déjà convaincre notre gouvernement d'intervenir. Martin, merci beaucoup. Le gouvernement sud-africain devrait bientôt lancer une grande étude sur les impacts sanitaires de la pollution minière. Le temps presse. En 2017, les compagnies d'extraction ont arraché 138 tonnes d'or à la terre sud-africaine. Soit 27 600 000 tonnes de déchets supplémentaires. Et combien pour l'année prochaine, celle d'après et les suivantes? Il reste encore 35 ans de réserves d'or exploitables en Afrique du Sud. Mais sur les terrils souffle un nouveau vent de révolte. Les victimes de la pollution pourraient bien devenir le grain de sable qui enraye la machine minière. Pour clamer haut et fort, la vie est plus précieuse que le moindre gramme d'or.